Je vais continuer sur la lancée, j'espère pouvoir continuer sur la lancée. Cette fois-ci en parlant justement de la domination et en montrant comment les nouvelles techniques de management, les nouvelles formes d'organisation du travail concrétisent, mettent en pratique ces dominations en entrant vraiment dans le réel de ces organisations et de ce travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai intitulé cette présentation Où va le travail? Nouvelle recette dans vieille casserole. Parce que, effectivement, je voulais montrer que ces évolutions du travail et de l'organisation sont toujours orientées vers la subordination et le pouvoir caractéristique du système capitaliste. Merci. J'ai perdu ma voix. Ça va? Ce matin, je me suis réveillée, j'avais plus de voix. Donc, il s'agit toujours de garder le pouvoir sur le travail, car contrôler, dominer le travail, c'est contrôler la production de richesse. Alors, pour en revenir à Marx, et comme Christophe Dejour, je ne suis absolument pas une spécialiste de Marx, selon Emmanuel Renaud, le terme de domination serait toujours référé à une relation de subordination. Une relation marquée par la contrainte, par laquelle les personnes sont soumises, directement ou indirectement, à la volonté de ceux auxquels elles sont justement subordonnées. Cela signifie que ni la simple hiérarchie, ni la seule contrainte, ni même la combinaison des deux ne suffisent à définir la domination. Il faut en outre y ajouter le commandement des uns par les autres, dans la relation salariale par exemple, ou la soumission, le fait que finalement certains sont la volonté des uns est pliée aux finalités des autres dans des mécanismes économiques qui obligent finalement les individus à entrer dans la relation salariale pour survivre. Mais cette domination, elle tient également au fait que la production et la reproduction de ces rapports sociaux dépendent de tout un ensemble, une panoplie de mécanismes économiques, de processus de division du travail, de dispositifs technologiques dont les effets se font sentir à la fois que ce soit à plusieurs niveaux, que ce soit en termes de groupes sociaux ou dans des relations interpersonnelles ou les relations de genre telles que Christophe Dejour les a signalées. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de montrer comment ces mutations du travail et de son organisation ont évolué également les formes de domination. Et je vais me concentrer sur 3 points, je vais juste élaborer 3 points. Le premier, c'est la question de l'individualisation. Le deuxième, c'est la question de l'extorsion des savoirs et des métiers. Et le troisième, c'est la division sexuelle du travail. Alors, effectivement, comme ça vient d'être dit, dans le schéma taylorien ou fordien, l'organisation du travail, c'est la responsabilité de l'ingénieur. On y raisonne sous l'hypothèse d'un travail homogène au fonctionnement des machines. L'entreprise est vue comme une grande machine et les hommes ne sont finalement que des rouages de cette machine. Si vous vous rappelez les temps modernes de Charlot, c'est exactement ça. Et même il entre dans la machine à un certain moment et finalement il le subvertit en quelque sorte puisqu'il va représenter le grain de sable qui va coincer la machine. Donc les évolutions qu'ont vécues les entreprises requièrent aujourd'hui autre chose. Et quelque part, les ergonomes, ils ont joué aussi un rôle, même si j'ai défendu l'ergonomie pendant 30 ans, on a quand même aussi peut-être fait comprendre au management que effectivement les opérateurs, comme on les appelait, réfléchissent aussi. Donc l'encadrement doit savoir mobiliser les ressources. Et d'ailleurs, on est passé du service du personnel aux ressources humaines. Même si dans la comptabilité, les salaires, c'est toujours un coût et pas, pas un profit, alors que les machines le sont. Bon. Donc il faut motiver les employés dans des situations de travail. Le personnel doit savoir répondre effectivement aux aléas des situations, être réactif, demander des clients, et finalement de s'impliquer beaucoup plus et de s'appliquer. On sort en quelque sorte
du modèle de la troupe qui obéit sans réfléchir aux ordres, même si il le réinterprète, et qui agit comme un corps constitué. La logique aujourd'hui, et c'est celle qui est présentée dans les managements, c'est plutôt la logique sportive. On a des coachs, etc. C'est l'équipe qui assume des responsabilités, qui pousse les meilleurs à la performance et au dépassement de soi. Donc on est passé de l'imagerie militaire à l'imagerie sportive avec le benchmarking, etc. Tout ce qui vient du sport. Aujourd'hui, donc, les managers ont compris effectivement qu'au-dessus des bras des travailleurs, il y avait une tête. Et que cette tête réfléchissait, que cette réflexion était fondamentale pour que le travail s'exécute. Ça, ils l'ont compris. Mais là où peut-être on peut poser la question du travail vivant, c'est que la personne peut réfléchir, mais dans un certain contexte donné. Dans une enveloppe fixée, on ne doit pas réfléchir au-delà de ce qui est prescrit quand même. La réflexion est prescrite, mais en même temps empêchée. Il a alors demandé un engagement total au projet de l'entreprise. Il faut y mettre son corps, sa force, son intelligence, sa créativité et même son émotion. Et y trouver là l'ultime accomplissement. C'est l'endroit où on peut s'accomplir. Et alors on a des termes extraordinaires qui apparaissent. Le flow, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du flow, qui est en fait là aussi un état qu'atteignent les sportifs au moment de la compétition. Donc c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement immergée dans ce qu'elle fait, dans un état maximal de concentration. Bon, elle se dope peut-être, mais ça on n'en parle pas. Cette personne éprouve alors un sentiment d'engagement total, de réussite, même de fait si cette réussite est au service des objectifs de l'entreprise et pas nécessairement les siens. On invente des Chief Officer Happiness. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette nouvelle forme. C'est donc des responsables du bonheur pour cultiver une ambiance ludique de bonheur parmi les salariés. On n'est pas là pour travailler, on y joue, comme c'est le cas, comme ce qui est présenté dans les entreprises, entre autres de la Silicon Valley. On pourrait revenir d'ailleurs sur les effets de cette obligation au bonheur et cette manière de jouer au travail qui peut-être infantilise d'autant plus les travailleurs. Et on peut se poser un peu cette question, alors qu'il a fallu au cours des siècles exercer une violence extrême pour imposer la discipline du travail salarié. On peut citer les lois sanglantes anglaises, les workhouse, les galères, les déportations, la mise au travail forcée. Aujourd'hui, cette discipline est acceptée comme naturelle. La subordination, là, va se cacher derrière une servitude volontaire, non seulement volontaire, mais également appréciée. Et je aimerais citer Huxley, dans son livre « Le meilleur des mondes », où il dit « Tel est le but de tout conditionnement. Faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Le conditionnement des individus les pousse non seulement à être heureux de leur sort et de la caste à laquelle ils appartiennent, mais les détermine à penser qu'une situation autre est inenvisageable. » Sur la question de l'individualisation, pour assurer le pouvoir, il faut effectivement casser toute forme de contre-pouvoir des salariés. Même si cette coopération dont on parlait nous est essentielle pour faire le travail, mais la domination, elle, doit les casser. Si ce contre-pouvoir met en avant les objectifs propres des salariés plutôt que les objectifs propres de la direction. Donc l'individualisation, elle empêche justement la constitution d'un collectif qui serait à même de mettre en avant ces objectifs propres. Alors Robert Linhart, dans son livre « L'établi », par exemple, raconte comment, dans les années 60, sur la chaîne, à Renault, on mettait des travailleurs qui ne parlaient pas la même langue, de manière à ce qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux. Alors aujourd'hui, les techniques ont changé, mais au fond, le but reste le même. Les grandes entreprises ont été fragmentées, se sont fragmentées en unités semi-autonomes, du moins en tout cas en ce qui concerne leur comptabilité, et mises dans une relation de service, non seulement avec leurs usagers, mais aussi entre elles. Alors effectivement, les usagers deviennent des clients, on ne parle plus de patients à l'hôpital ou d'élèves des écoles, c'est les clients
qui doivent obtenir satisfaction, et les différents services d'une entreprise sont mis dans un rapport de clientèle. L'atelier de réparation offre des services à la production, qui elle-même en demande au marketing, etc., etc. Et la concurrence agressive mise en avant par les entreprises pour justifier leur réorganisation met de fait en concurrence les services entre eux. Et aussi les employés entre eux. Chacun est considéré maintenant de plus en plus comme un auto-entrepreneur à l'intérieur de son entreprise, responsable d'atteindre des objectifs qui lui sont fixés, responsable éventuellement même d'amener l'argent qui coûte, ou en tout cas on lui comptabilise l'argent qui coûte. Je me souviens toujours d'une responsable d'une RH d'une grande entreprise, je crois dans le Pays de Vaud, qui nous expliquait comment, quand les gens étaient malades, elle téléphonait aux personnes pour leur dire combien il coûtait l'entreprise. Pas parce qu'ils rapportaient quand ils travaillaient, mais combien il coûtait. Donc, pour les gens, il s'agit de vendre plus, de gérer plus de dossiers, de prendre en charge plus d'usagers que le collègue, sous peine d'être remis sur la touche ou même licencié. L'évaluation individuelle en a une autre facette. Que ça veut toujours, on a parlé, elles sont de plus en plus extérieures au travail. Le travail réel, le travail disparaît au fond. On s'en fout du travail. Ce qu'on veut évaluer, c'est des indicateurs de débit. Le nombre de patients, de dossiers, d'élèves qui réussissent. On ne se préoccupe absolument plus de la réalité du travail. Le travail a complètement disparu de l'évaluation. L'activité réelle disparaît du contrôle, seule finalement reste l'enveloppe. Il s'agit alors de contrôler directement les personnes. On ne s'intéresse plus à la productivité des biens et des services, mais uniquement à la rentabilité des personnes. Il ne s'agit plus, par exemple, de savoir si un hôpital offre des soins de qualité ou une école, mais il faut être rentable en choisissant les bonnes maladies, les usagers payants, en instaurant une tarification par pathologie, etc., etc. Vous pouvez multiplier les exemples. Et de toute façon, les managers ne sont plus à même du tout de percevoir l'activité réelle, parce qu'ils viennent des grandes écoles de management et ils ne connaissent plus rien du travail. Là, il y a quelques jours, on m'a raconté, c'est un paysan du Jura qui nous explique que maintenant, dans les coopératives laitières, elles sont gérées par des gens qui viennent des hautes écoles de Saint-Gall et qui n'ont jamais vu une vache. En parallèle de cela, s'instaure aussi un climat de peur qui va aussi pousser à une forme de docilité. Alors, vous avez parlé des jeunes, mais ces jeunes sont aussi mis sous pression pour justement obéir, parce qu'il faut travailler. Pour illustrer cette idée, voici les propos entendus dans une conférence donnée à des managers de la Citibank par un psychologue du travail qui nous dit « Veuillez à exiger toujours trop de votre personnel. Créez une espèce de frénésie. Créer un maximum de compétition. Tout le monde doit réaliser que seul le plus habile survivra. Cherchez constamment des gens à blague. » Alors vous savez peut-être qu'il y a un système extraordinaire qui s'appelle le false ranking. Vous avez déjà entendu parler de ça? Donc on note les gens entre très bons collaborateurs à très mauvais, et il faut toujours qu'il y ait un pourcentage de très mauvais. C'est comme ça. C'est comme les notations à l'école, il ne faut pas que tout le monde puisse passer. Donc cette peur isole les employés, on n'ose plus parler. Ces espaces de délibération que souhaitent faire de jour, souvent sont mis à mal. Se parler, dire que ça va mal. Et ça rend toujours plus difficile justement une pensée sur son travail et une action collective. La mise en concurrence engendre un climat de défiance généralisé. Les collègues sont souvent perçus comme des obstacles, des menaces. C'est donc une diminution justement de la vie collective, une perte de substance de ces collectifs de travail et du coup aussi des valeurs syndicales. Et le mal-être est vécu alors de façon tout à fait personnelle, individuelle. C'est moi qui ai un problème. Et d'ailleurs, vos collègues vous le renvoient. Non, mais c'est toi qui as un problème. Et il n'est jamais et très peu interprété comme un symptôme d'un rapport de force défavorable entre salariés et employés. Et aujourd'hui, on voit aussi
comme le contre-pouvoir syndical est attaqué, on l'a vu avec Thatcher qui a complètement cassé les syndicats en Angleterre, et on a l'impression qu'en France, Macron essaie de faire la même chose avec les syndicats du rail. Venons-en maintenant sur la question de l'expropriation des savoirs. Alors ça, c'est Danielle Linhart, une sociologue qui en a beaucoup parlé, et elle a montré comment, dès le début de l'industrialisation, ça a été un objectif pour maintenir le pouvoir du capital sur le travail. Car être maître de son métier et de son travail, c'est une forme de pouvoir. Et je cite Taylor que Danielle Linhart cite, « Tout savoir est du pouvoir et il faut impérativement transformer le savoir des ateliers vers les bureaux et les ingénieurs. » Donc, à l'époque de Taylor, c'est par la fragmentation de l'activité en une série de gestes successifs, exécutés par des différentes personnes, et la mise en place du bureau des temps et des méthodes qui décident comment le travail doit être fait, ça a été l'instrument élaboré par Taylor et mis en pratique surtout par Ford. Aujourd'hui, les métiers sont également mis à mal, là, par un climat permanent d'incertitude. Incertitude sur son avenir professionnel, sur sa propre expérience, sur l'avenir du métier. La précarité, la multiplication des contrats à durée déterminée sont un des outils, et il est peut-être utile de préciser l'étymologie du mot précaire, qui vient du latin precarius, qui qualifie un droit obtenu par la prière et qui ne s'exerce que grâce à une autorisation révocable. La notion de précarité implique donc clairement un rapport social de domination dans lequel le devenir de l'individu est soumis à la décision d'autrui. Il y a donc à la fois incertitude et domination. Il s'agit alors non plus en plus de la précarité, d'introduire de la précarisation par des techniques générales de déstabilisation. Alors c'est les changements incessants, ça change tout le temps. Toutes les grandes entreprises, même les services publics, on en a parlé dans l'enseignement, hein, chaque année il y a des nouvelles réformes qui viennent en plus de politiciens, qui ne viennent même pas des enseignants. Il y a des restructurations de diverses natures, des recompositions des métiers qui disparaissent, d'autres qui naissent, une mobilité géographique systématique, des départements qui changent, une recomposition, on fusionne, on défusionne, on restructure, des changements de logiciels, non? Alors là c'est extraordinaire, moi je deviens folle, chaque fois que je m'habitue à un logiciel ça change, je vous dis même pas le téléphone, moi je suis restée encore au téléphone en cadran. Des reconfigurations d'espace et voilà, ça change tout le temps. Qu'est-ce que ça produit ces changements? Ça produit qu'on ne sait plus sur quoi s'appuyer. On ne peut plus s'appuyer sur son expérience, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a incorporé justement comme savoir-faire, comme geste. Ça change. Alors bien sûr, les directions disent mais il faut s'ajuster à un environnement fluctuant, incertain. Le changement, c'est une vertu, puis si vous ne l'aimez pas, c'est que vous résistez au changement. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, mais elle arrive toujours. Et en fait, donc, l'objectif, c'est au fond de désapproprier les salariés de maîtrise sur leur travail. Et je cite toujours Danielle Linhart qui cite un dirigeant de France Télécom, il dit « Il nous faut produire de l'amnésie ». Donc le travailleur n'est plus maître de son activité, bien au contraire. Son activité est dominée par le rythme de travail collectif, par les machines, les logiciels, par un savoir technique, par une multitude de prescriptions qui là explosent de plus en plus, et de travail administratif dont il a perdu absolument la possession et la compréhension. La plupart des gens ne comprennent rien à ce qu'il faut écrire, et qui l'éloigne toujours plus du cœur de son métier. C'est une des plaintes récurrentes, par exemple, chez les soignants, de dire on n'a plus le temps de rester auprès des malades, on doit remplir des fiches et des documents. Donc le travailleur se voit pratiquement dépossédé du contrôle de son activité par une nouvelle organisation du travail
Et de même, les rapports de domination tendent aussi à se soustraire de la critique en prenant l'apparence mystifiée d'une nécessité opaque. Sur la question de la division sexuelle du travail, donc à la division classe sociale se joint également, en plus ou dedans ou avec, une division sexuelle du travail qui est toujours présente. Alors on l'observe par la ségrégation des postes, hein, on sait bien qu'il y a des postes entre guillemets féminins et des postes masculins, ou en tout cas des métiers féminins et des métiers masculins. Mais on peut aussi dire, par exemple, qu'il n'y a aucune prise en compte des dangers et des risques inhérents à ces travaux féminins. Il n'y a aucune prise en charge, par exemple, dans les pressings sur la question du perchlorate. Il n'y a aucune prise en charge chez les coiffeuses des produits avec lesquels on se teint les cheveux. Il n'y a aucune protection, il n'y a eu aucune protection et aucune considération des peintures, des horlogères, des petites mains d'horlogerie qui peignaient au radium les cadrans des montres. Donc tout ça, ça n'existe pas. Le travail féminin, c'est du travail léger, donc il n'y a pas de risque. On peut aussi parler de la déqualification des savoirs, qui sont considérés chez les femmes comme des compétences innées. Donc ce n'est pas une qualification, toute la question du care, par exemple. On pourrait même aussi signaler la question du harcèlement sexuel. Tout ça montre bien que les femmes, au fond, ne sont pas considérées comme des travailleuses professionnelles, mais avant tout comme des ménagères, des mères de famille. Leur légitimité trouve sa place dans l'espace domestique et non pas dans l'espace professionnel. Et cela, même si de fait, elles ont toujours travaillé pour la production. Vous parliez ce matin de la Chine, où c'est que des ouvrières, mais on peut parler de l'agriculture, on peut parler des premières entreprises, on peut parler des mines, on peut parler... Donc les femmes ont toujours travaillé. Et là, je me suis beaucoup appuyée sur un livre que je trouve passionnant, de Silvia Federici, qui s'appelle Calimán et la sorcière, où elle montre que cette division sexuelle du travail s'installe comme un élément fondamental dans le passage du féodalisme au capitalisme. Les relations de genre sont alors remodelées en profondeur, avec une lente exclusion des femmes du domaine public et du domaine d'un revenu, qui accompagne l'émergence du système des rapports de production capitalistes. Pour Federici, l'accumulation primitive s'accompagne de plusieurs phénomènes, et là je la cite, le développement d'une nouvelle division sexuelle du travail, assujettissant le travail des femmes et leurs fonctions reproductives, la construction d'un nouvel ordre patriarcal fondé sur l'exclusion des femmes du travail salarié et leur soumission aux hommes. L'idée, je mets l'idée entre parenthèses, entre guillemets, que les femmes ne devraient pas travailler en dehors de la maison, mais qu'elles devraient prendre part à la production uniquement pour aider leur mari, se répand à ce moment-là. On en trouve des traces dans la justice, des documents fiscaux, des ordonnances des guildes et tout ça. Même le travail que les femmes font à la maison pour la production, par exemple les brodeuses à Genève sous Calvin, était considéré comme du non-travail. Ainsi, les femmes ont été redéfinies comme non-travailleuses, une idéologie pratiquement en place à la fin du XVIIe siècle. Pour les guildes, où les femmes participaient avant, se voyant concurrencées par les premières manufactures capitalistes, les corporations ont, de fait, ont cru se défendre en excluant les femmes de leur organisation. Et donc, des nouvelles lois sont mises pour soumettre les femmes à l'autorité des hommes sur le plan légal, puisque même leur salaire était versé à leur mari. Et on peut quand même rappeler que jusqu'en France, jusqu'en 1965, les femmes devaient demander l'autorisation à leur mari pour pouvoir aller travailler, mais qu'en Suisse, cette modification a eu lieu en 1988. Hein. Avant, il fallait encore que le mari soit d'accord pour qu'on puisse travailler. Comme le dit Federici, l'enclosure physique qu'opérait la privatisation de la terre et la clôture des communaux fut donc redoublée par un processus d'enclosure sociale, la reproduction des travailleurs passant de l'open field au foyer, de la communauté à la famille, de l'espace public au privé. Alors j'aimerais quand même terminer par un aspect plus positif.
en n'abordant pas la question de l'émancipation par le travail, mais en montrant qu'il a toujours existé et qu'il existe toujours des formes de travail et de production qui tendent à s'éloigner des normes du fonctionnement du cycle de la valeur capitaliste et qui relèvent au contraire de pratiques de coopération sociale. Il s'agit de toutes les formes de production en commun et de biens communs. En anglais, cette forme d'activité sociale est identifiée comme du commoning. Je ne sais pas comment le traduire en français. Et il y a un économiste italien mais qui travaille en Angleterre, Massimo De Angelis, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle justement The Commoning, où il montre que ce mode de production qui est présent dans notre société peut être clairement différencié de celui du capitalisme. Si on reprend la fameuse formule de Marx sur le système capitaliste symbolisé comme M, C, M+, donc monnaie, commodities, monnaie avec une plus-value, le but là de la production étant une reproduction élargie du capital, la production des communs peut elle être représentée comme CMC, Commodity, Money, Commodity. Donc l'argent ne servant là qu'à faire circuler les objets et les services. Le but, donc, le but n'est pas la production et la consommation, le but n'est pas forcément donc, la valeur marchande et une accumulation de capital, mais au contraire la production et la consommation de valeurs d'usage et de manière de vivre et de subsistance. Donc en reproduisant à la fois une forme de production et avec des pratiques de valeur qui sont justement opposées à celles du capitalisme. Alors comme De Angelis le définit, le commun n'est pas un bien abstrait, appartenant à une humanité non définie. Hein. On parle beaucoup de biens communs en disant c'est l'air, c'est l'eau, c'est... Non, pour De Angelis, le commun est un système qui est géré justement par une communauté qui en fixe l'utilisation et les règles. C'est le cas historique qui dure toujours en Valais des alpages ou des vignes, des bourgeoisies des villages. Mais ce n'est pas seulement des anachronismes marginaux. En fait, il y a du commoning plus ou moins pur qui persiste et même qui ressurgit. Hier, j'ai un peu réagi à Friot en parlant des zapatistes, mais il faut quand même se rappeler que le soulèvement des zapatistes est survenu au moment où était signé le traité de l'ALENA, donc le traité commercial entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, qui justement attaquait le système communautaire de possession de la terre. Hein, c'était vraiment une attaque directe contre ce qu'on appelle les ejidos, c'est-à-dire justement la possession collective de la terre par les paysans ou par les communautés indigènes, et cela a été attaqué par le traité de l'ALENA. Et donc le soulèvement des zapatistes était justement pour lutter, pour dénoncer cette nouvelle forme d'implosion. Et en tout cas pour moi, mais pour beaucoup d'autres, le soulèvement zapatiste a eu un retentissement même plus que mondial, puisqu'ils ont toujours après leur réunion intergalactique. Donc ce n'est pas des anachronismes. Hein. Il ressurgit à côté, à l'intérieur de l'État, et même des entreprises. Alors on peut citer les logiciels libres, on peut citer Internet à ses débuts, les coopératives agricoles, les AMAP, qui mettent ensemble producteurs et consommateurs, et puis une conférence comme celle-ci, par exemple, c'est aussi du commun. Et même à l'intérieur de l'entreprise, Christophe Dejour l'a bien montré, que le travail réel se fonde encore, et pour une large part, sur des échanges coopératifs de savoir, de coups de main. Alors, certes, ces espaces de liberté, ces espaces d'autonomie doivent constamment affronter des nouvelles tentatives d'enclosure d'un capital qui est sans cesse à la recherche de nouveaux champs de valorisation. On est passé ainsi du car sharing où on prêtait sa voiture au système Uber, on est passé du couchsurfing où on prêtait son divan au système Airbnb, etc.
Ces nouvelles formes d'entreprise se sont développées en faisant justement main basse sur ce potentiel d'économie collaborative ou, comme l'appelle l'économiste Benjamin Correa, l'économie de partage. À la base, celle-ci repose sur des initiatives citoyennes qui privilégient l'usage plutôt que la propriété, qui cherchent à minimiser la consommation, à préserver les ressources. Il y a donc en mise en commun d'objets, de prêts, des échanges. Les plateformes d'intermédiaires telles que Uber ou Airbnb ou d'autres, c'est tout autre chose. Elles font en fait un hold-up idéologique en transformant donc cette disposition citoyenne en source de profit. C'est donc une économie de prédation au lieu et place d'une économie de partage. Et il y a un théoricien du bien commun qui est Michel Bauwens qui l'appelle le capitalisme. Pour montrer comment il a été capté. Mais quand même, la survie et la résurgence des organisations de type bien commun, malgré toute la violence inouïe, les efforts déployés par la classe dirigeante pour l'éradiquer, posent quand même question. 5 siècles de massacres, de terreur, de torture, qui sont toujours à l'ordre du jour quand c'est nécessaire. Une discipline du travail imposée à des générations, un formatage idéologique intensif n'ont pas suffi. La coopération, finalement, est peut-être mieux enracinée dans notre nature, entre guillemets, que celle de l'homo economicus. Merci. Alors, on ouvre la discussion. Christophe Dejoux va aussi venir devant, donc vous pouvez adresser, enfin, vous pouvez adresser la question, on verra qui veut bien répondre. Alors, Jacques. Madame Lévy, merci de j'ai d'autres collègues qui travaillent sur la science du management à Montréal. Alors, je voulais savoir si dans ce que vous avez les techniques de la domination, certaines nouveautés qui viennent des États-Unis sont arrivées en Europe. Par exemple, la liberté. Excusez-moi. La liberté. Je ne sais pas si ça marche. Avant, il y a encore quelques années, dans les organisations corporatives américaines, on avait à peu près 15 jours de vacances par année. Par rapport à l'Europe, ça a toujours été beaucoup moins. Maintenant, les employés ont la liberté de prendre autant de vacances qu'ils veulent. Résultat des courses, il y en a qui prennent 2 jours et encore, ils seront regardés par leurs collègues. Ils ont la liberté de prendre autant qu'ils veulent et ils prennent même plus qu'15 jours. Quoi, t'as pris? Vous voyez, ils compétitionnent entre eux pour cette idée de vous ne devez pas passer à l'entreprise. Ils ont la liberté, ils ont désinstitutionnalisé, déconventionnalisé le temps de vacances, et c'est libre. Et bien, depuis que c'est devenu libre, ben, s'ils s'entraînent 2 ou 3 par année, c'est déjà beau. Alors, est-ce que ça, c'est arrivé en Europe? Le deuxième truc qu'ils ont lancé dans le management, c'est la promotion symbolique. C'est-à-dire que dans la compétitivité, les organisations ne veulent plus augmenter les salaires. Mais on offre des titres symboliques. Puis là, ils sont tout contents. Par exemple, si vous êtes monitor officer, vous avez une promotion, vous êtes general manager, officer ou high, mais vous n'avez pas du tout d'augmentation. Est-ce que cette manipulation du symbolique est arrivée en Europe? Ça, c'est les 2 nouveautés dont je suis au courant. Et la troisième, c'est comme j'ai des accointances avec les apatistes, sur la division sexuelle. Alors, il se passe au Chiapas, les femmes, dans l'organisation de travail, sont dominées, puis même elles prennent des balles dans la gueule à la maison. Mais, il y a un truc tout à fait nouveau, c'est lorsqu'elles rentrent dans quand les troupes américaines, ou quand les propriétaires fonciers arrivent avec des mercenaires, puis ils sont des guetteurs au Chiapas, quand ils arrivent, ils rentrent dans la jungle. Là, les femmes, elles mettent leur costume, leur casquette verte, et elles commandent aux hommes. Il n'y a plus de domination sexuelle dans la lutte, dans la guérilla. Et alors ils peuvent rester 3 semaines, les autres se barrent, ils en ont pris plein la gueule, ils se barrent, ils reviennent dans le village, et là les hommes commencent encore à les dominer. Alors que parfois, des femmes qui se font dominer à la maison, dans la jungle, dans la guérilla,
elles ont le titre de commandant. Alors c'est ça que je voulais montrer aussi, c'est qu'il y a aussi cette idée de lutte, etc., qui, à mon avis, transcende la domination sexuelle. Sur la première partie, je ne peux pas répondre sur l'Europe, parce que je ne connais pas toute l'Europe. Alors, effectivement, ce qu'on voit, c'est une attaque contre le droit du travail qui fixait quand même justement un cadre, où il est mis à mal. En Suisse, par exemple, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'en tout cas, bon, ça a été négocié pour les très hauts salaires, et de façon volontaire, qu'il n'y a plus de comptabilisation du temps de travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on comptabilise plus le temps de travail, et donc on travaille par objectif. C'est une des transformations qui va dans ce sens. Bon, alors c'est vrai que le fait d'avoir son téléphone toujours allumé, etc., vous met d'autant plus, non seulement vous rend pas seulement disponible, mais vous met à disposition, en quelque sorte. Donc moi, je ne peux pas vous répondre pour toute la bon, c'est vrai qu'en Suisse, en tout cas, il y a énormément d'entreprises américaines qui se sont installées et qui essayent d'apporter leur système en Suisse. Ça marche plus ou moins bien. Je me souviens d'une entreprise, par exemple, qui nous avait, à l'époque où je travaillais encore, qui nous avait demandé d'intervenir pour la santé au travail avec un programme qui venait des États-Unis, qui consistait à faire participer les ouvrières, c'était des femmes, en leur donnant comment on appelle ça, des parts sociales, quoi. Voilà. Bon, quelques-unes, pas beaucoup. Sur la question du JAPAS, moi, il y a eu 3-4 ans, il y a eu plusieurs conférences intergalactiques de femmes, de JAPAS, qui justement remettent en question cette violence et cette soumission qu'elles ont à la maison. C'est pas seulement quand elles ont une casquette, c'est aussi... et il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, que je pense qu'on pourrait aussi prendre comme exemple pour le travail, que disaient les apatistes. Elle disait, depuis qu'on cache notre visage, on nous voit. Maintenant, vous savez peut-être que les apatistes sont tous une passe-montagne sur la tête, et qu'avant, les indigènes étaient absolument transparents, et puis maintenant qu'ils sont leur passe-montagne, on les voit. Et je pense que ça pourrait être aussi quelque chose du côté du travail clandestin, que tout à coup, finalement, en mettant ce travail clandestin à la fois caché mais présent, tout à coup, il prendra plus de force. Je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé votre intervention, parce que ça m'a rappelé à quel point j'étais une dominée, et donc à quel point il fallait surtout pas s'arrêter de penser, sinon on perdait complètement. Moi, j'avais une question, alors un peu générale, parce que j'y ai déjà pensé ce matin, avec la question de la perte de sens, avec le fait que les gestionnaires ne s'intéressent plus au travail et l'histoire des vacances qui vient d'être citée. Moi, j'ai l'impression d'entendre énormément la thématique de la perversion. Et du coup, j'en suis à me demander si, dans la question de la lutte autour du travail dont on parle, on est plutôt dans des conceptions marxistes de lutte des classes, d'aliénation, etc., ou plutôt, en fait, dans un envahissement plus contemporain par la perversion de l'ensemble du monde du travail. C'est à vous, pas question. Non, non. À tout le monde. C'est les interactions. Alors, votre question, c'est difficile d'y répondre. Dans la mesure où la perversion, en tout cas pour le psychanalyste, n'est pas une chose nouvelle. La perversion, elle est... c'est ça le scandale de disons, la découverte freudienne, c'est que la perversion, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous, depuis l'enfance, dans cette fameuse sexualité infantile, perverse et polymorphe. Et non, le psychanalyste est toujours un peu prudent sur est-ce qu'il y aurait plus de perversion aujourd'hui qu'avant, etc. Donc je ne vais pas me prononcer en tout cas sur ce registre-là exactement. Je vais basculer vers
une autre problématique que j'ai un tout petit peu frôlée comme ça tout à l'heure, mais qui complique beaucoup les choses si on la met sur la table. Donc je vous rassure, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais bon, vous avez Viviane Goni qui, à très juste titre, dit qu'on ne peut pas penser la domination toute seule. Il y a toujours un envers de la domination, c'est domination, et vous avez dit un moment soumission et un autre moment, je ne sais plus, subordination. Moi, je pense le rapport entre la domination, essentiellement en rapport avec la servitude. Ça demanderait déjà une discussion importante, subordination, servitude ou soumission. Pour moi, ces termes ne sont pas du tout équivalents. La servitude renvoyant bien au fait qu'on est au service de l'autre. Donc on est évidemment plus proche des préoccupations que vous avez, qui se posent évidemment très fortement quand il s'agit du rapport entre les hommes et les femmes. Donc la question de la servitude est quand même tout aussi centrale que celle de la domination. C'est une question de regard qu'on a. Alors en général, on pense à partir de la domination, mais si on regarde du côté de la servitude, c'est aussi assez cruel quand même. Qu'est-ce que c'est que ce rapport avec la servitude? Voilà, alors, moi j'ai développé toute une série de considérations assez compliquées sur la servitude volontaire, dont je pense qu'on ne peut pas l'évacuer de la discussion sur la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, c'est introduit dans la question du travail. Évidemment, ça a fait beaucoup de remous et je me suis brouillé, enfin, en tout cas j'ai été rejeté par beaucoup de mes anciens collègues, beaucoup de mes élèves, etc. parce que je pense qu'il y a une part qui relève de la servitude volontaire et non pas simplement d'un effet passif subi de la domination sur soi. C'est pas vrai. Voilà. Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure est assez compréhensible. Il n'y a pas de travail sans subversion. Donc, nous y mettons notre zèle à servir. On ne peut pas le retirer. Indiscutablement, il y a un problème là, quand même, très très grave qui est posé, c'est que nous y mettons notre zèle individuellement et collectivement à servir ce tournant gestionnaire, ce néolibéral. Sinon, il ne fonctionne pas. Il tombe en panne tout de suite si les gens cessent d'être zélés à son service. Nous, pas seulement les petits jeunes sans conscience politique, sans passé, sans histoire, sans transmission, et puis, bon, voilà, qui sont des crétins qui ont été choisis pour leur crétinisme. Non, nous aussi, moi aussi, je suis impliqué là-dedans. Parce que je dirige un laboratoire de recherche. Et diriger un laboratoire de recherche, quand on regarde ce qui se passe, il y a évidemment aussi une servitude volontaire à quelque chose que fondamentalement je désapprouve. Donc, voilà. Là commence à se poser le problème du clivage. Il y a une partie de moi qui continue à être quelqu'un de très gentil, très honnête, très sympathique, imaginatif, poétique, qui aime la culture, l'égalité entre les hommes, entre les êtres humains, etc. Mais si vous aviez une idée de ce qu'il fait dans son boulot, comment il traite les gens, vous n'en reviendriez pas. Et l'inverse est vrai. Vous avez des gens qui sont des modèles dans le rapport au travail. C'est vraiment des chefs d'équipe, tout le monde les aime, tout le monde s'appuie sur eux. Vous ne pouvez pas imaginer que ce type est un bourreau domestique, qu'il traite sa femme comme il la traite, et qu'il martyrise ses enfants, et que c'est la tyrannie, la dictature. Vous ne pouvez pas le deviner. Ça s'appelle le clivage. Donc voilà. Donc effectivement, il y a un problème majeur. Nous sommes aujourd'hui quand même dans un mode de fonctionnement dans lequel le clivage est donc qui est miné. Le clivage, c'est la structure de base de la perversion. C'est-à-dire que je suis à voile et à vapeur. Je dis un truc, mais en même temps je suis le con. Et à l'intérieur de moi, sans que ça me pose, c'est ça l'importance du clivage, ça ne me pose aucun problème d'être un collabo du pire, et en même temps de dire moi, avec mes amis, mais non, je suis un homme de gauche. Ils sont tous de gauche, les chercheurs, sauf qu'ils collaborent tous avec des entreprises. Tous mes copains, tous mes collègues, c'est des traîtres. Puis pièce en main, tous, presque tous. Non, pas tous, il y en a quelques-uns. C'est vraiment une extrême minorité de gens qui refusent. Mais voilà, l'évaluation individualisée des performances, elle est passée dans le monde de la recherche, ça s'appelle
Voilà, vous avez une évaluation avec des comités d'évaluation qui sont exactement pourris jusqu'à la moelle sur des trucs totalement faux sur le nombre de publications dans les revues à comité de lecture en anglais. Et les mecs qui se vautrent par terre pour avoir ça. Et du coup, ils changent la recherche, parce que pour passer dans ces trucs-là, vous faites plus que... Moi, je ne peux pas aller passer mes recherches dans les revues à comité de lecture en anglais. Même pas. Si, j'en passe une fois de temps en temps, mais c'est exceptionnel. Ça ne passera pas dans la littérature américaine. La domination américaine, elle est quand même très puissante sur les revues. Il faut voir ce que c'est que le lobby, comment c'est organisé tout ça. C'est très structuré, la domination. Mais mes collègues, ils s'écrasent, parce que quand même, ils vont jouer l'évaluation. Non seulement ils vont la jouer, mais vous voyez que le copain qui était là, la prochaine commission d'évaluation, il est dedans. Et c'est quand même un spécialiste du travail, qui sait très bien que ce qu'on évalue n'est pas le travail. Parce que moi, j'ai écrit un bouquin il y a plus de 10 ans sur l'évaluation du travail à l'épreuve du réel. Ce qu'on évalue ne peut pas être le travail. Si je fais que compter objectivement les choses, je compte le nombre d'articles, ça ne veut rien dire. Le vrai chercheur, c'est celui qui échoue. Moi, il y a des problèmes scientifiques. Il y a un problème scientifique, il y a le problème de la double centralité du travail, centralité. J'ai mis 15 ans à le résoudre. Je sais pas si vous comprenez. J'étais sûr qu'il y avait une solution, mais j'ai mis 15 ans. Pendant ce temps, les publications sont faibles. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de rapport entre le travail et ce qu'on mesure. On mesure des choses, mais ça n'est pas le travail. Au mieux, c'est le résultat du travail. Et encore, voilà. Donc les questions que vous posez, c'est que le système qui est mis en place, et notamment l'évaluation individuelle des performances, c'est pour ça que je parle de ça, est un système qui nous amène à nous cliver. C'est vrai qu'il y a un dispositif diabolique dans leur truc. Ils font quoi? Ah, écoute, il faut quand même passer devant cette commission. Sinon, on perd ses crédits. Ah, c'est quand même assez fort. Le gestionnaire a beau dire des choses qui sont totalement coupées du réel. Aujourd'hui, dans la justice, puisque c'est pas, on a parlé de la médecine, des hôpitaux, etc., en parlant de la justice, aujourd'hui, les juges sont évalués sur le nombre d'affaires qu'ils traitent. Donc aujourd'hui, vous avez un juge d'instance, il se retrouve avec 50 à 60 affaires à traiter en 4 heures. Toutes les familles sont là. 50, 60 familles qui vont attendre leur tour, ça va prendre 4 heures. Et il a 4 minutes par affaire. Comment vous pouvez juger en 4 minutes? Donc il n'a même pas le temps de prendre connaissance du dossier. C'est absolument invraisemblable. Et si vous faites ça, vous vous retrouvez dans une situation où vous faites le contraire de ce pourquoi vous êtes venu. Et vous commencez à accepter de participer à des choses que moralement vous réprouvez. Ça s'appelle la souffrance éthique. Alors, on fait ou on ne fait pas? Eh bien, il faut bien reconnaître quand même que la plupart des gens le font. La plupart des juges le font, la plupart des chercheurs, dont la responsabilité est pire que les autres, il n'y a pas de chercheurs. Et notre métier à nous, c'est de tenir la position critique et de dire ça c'est faux. Ça c'est faux. Non, on ne peut pas, c'est faux. Vous comprenez, nous, les chercheurs sur le travail, on ne peut pas dire que quand on fait une évaluation, c'est une évaluation du travail. On sait que ça n'est pas l'évaluation du travail. Ça ne peut pas être l'évaluation du travail. Donc, parce que le travail, pour des raisons phénoménologiques, le travail étant subjectif n'appartient pas au monde visible, donc on ne peut pas être mesuré. Parce qu'on ne peut mesurer que ce qui est visible. Comme le travail c'est subjectif, mes rêves sont un temps fondamental de mon rapport au travail. Et de la formation de mes rêves, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les compter. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Tout ce qui est engagé dans le travail, sans lequel la subversion du rapport prescrit effectif ne peut pas se faire, dans lequel l'activité déontiste ne peut pas se faire, tout ça, ça n'est pas mesurable. C'est autre chose. Ça passe pas. Ça peut très bien s'évaluer, mais pas au sens quantitatif du terme, c'est au sens d'un jugement sûr. C'est une autre histoire, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant. Voilà, donc effectivement, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, notamment l'évaluation individuelle des performances, elle s'est quand même très bien faite. L'ensemble du système, il faudrait reprendre les choses, et notamment, il y a différentes techniques qui ont été inventées par les gestionnaires. C'est l'évaluation individuelle des performances, la qualité totale, le critère de certification, la précarisation, dont on a beaucoup parlé, et le quatrième truc qui est très 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 important, c'est la question de la standardisation ou des modes opératoires. Eh bien, voilà, nous sommes amenés à collaborer en grande partie parce que la science, les travaux qui sont faits par les scientifiques sont de connivence avec le tournant gestionnaire.
C'est un point clé. Et c'est parce que nous croyons que ce qui était... Parce qu'on a fini par faire croire à tout le monde, mais ça c'est grâce aux scientifiques, puisque tous les scientifiques soutiennent cette idée-là. C'est que ce qui n'est pas évalué quantitativement et objectivement, ce n'est pas sûr que ça existe. Et si vous ne voulez pas être évalué, c'est que c'est soit vous êtes un malhonnête, soit c'est de l'obscurantisme. Mais la plupart des choses importantes de la vie ne s'évaluent pas quantitativement. L'amour ne s'évalue pas. Un mal de dents, ça ne s'évalue pas. Ça veut dire quoi? J'ai plus mal, j'ai 1 à 5. Eh bien, vous marchez tous, même à l'hôpital, vous répondez 1 à 5. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ne marche pas. Et donc, vous y mettez votre zèle pour remplir. J'ai 3 plus. 3 plus. Non, mais c'est ça l'histoire d'être embarqué par la relation de service dans des choses où nous acceptons finalement de penser autrement. Et ça, c'est validé par la science, à commencer par les économistes. Tout un lobby. Comment? Sont-ils des scientifiques? Voilà, mais en attendant, ils ont un label scientifique extrêmement puissant qui va jusqu'au prix Nobel de la Banque de Suède, comme vous savez, qui n'est pas vraiment un prix Nobel. Mais c'est très très organisé, et ils tiennent l'université, et c'est pareil dans les sciences du travail, et c'est pareil partout. Donc il y a un très gros problème, c'est que nous sommes pris dans le fait que la plupart d'entre vous, vous croyez que standardiser les modes opératoires, c'est bien. Je vous le montre si vous voulez, si on a le temps. Parce que la science vous dit ça, n'arrête pas de vous seriner ça. Or, c'est un contresens. La qualité totale, vous êtes sûr que c'est bien. Eh bien non, c'est faux. La qualité totale, c'est un contresens théorique. Et c'est faux sur le plan. Vous croyez tous que c'est vrai, que c'est bien la qualité totale. Non, la qualité totale, c'est un contresens. C'est une connerie. C'est une supercherie. C'est totalement faux. Et c'est extrêmement grave, parce qu'en fait, personne... Voilà. Donc, toutes ces choses sont fausses. Mais on y croit. Et on n'y croit pas par l'opération du Saint-Esprit, on y croit parce que les grands patrons, etc., ils payent les scientifiques. Et les scientifiques, ils valident. Et ils vous sortent la source, la standardisation. Comme vous avez parlé du système américain et comment il s'importe en France, je pourrais vous montrer comment la standardisation et normalisation des modes opératoires a été introduite dans les hôpitaux français par un monsieur qui s'appelle Jean de Kervasdoué, lequel avait été professeur de gestion à l'école polytechnique, mais a été faire un long stage aux États-Unis, il est revenu et il a transformé en temps, à l'époque du socialisme français, il a introduit la nouvelle gestion hospitalière, mais il a transformé, il est devenu professeur au conservatoire, un de mes collègues. Je vous jure, il a été nommé professeur de classe exceptionnelle très vite. Tout de suite, non seulement il gagnait de l'argent sur tous les hôpitaux, où il introduisait parce qu'il avait en plus des pourcentages. Toutes les endroits se transformaient. Mais tout le monde est entré dans le système. Toute la gestion hospitalière s'est transformée. Effectivement, c'est invraisemblable. L'idée même d'une standardisation, d'une normalisation des modes opératoires est un contresens catastrophique. Il n'y a aucune raison que tous les malades soient soignés de la même façon. C'est complètement un contresens. J'ai 2 diabétiques, j'ai aucune raison de les soigner de la même façon. Alors la base du truc, c'est que non seulement on pense qu'il faut qu'ils soient, mais c'est la preuve que ce sera plus juste, puisque tout le monde sera traité de la même façon. Mais c'est pas voilà. L'ambiguïté sur la question de la justice et la question du quantitatif, ça c'est un vrai problème, et ça c'est la domination symbolique fabriquée par les scientifiques qui collaborent à coup de, quand même, c'est un peu comme certains musiciens. C'est des cachetons très bien payés pour les professeurs d'université qui nous font des conférences dans les boîtes. On va prendre une dernière question parce qu'on commence à prendre du retard. Après, on fera une pause sur le prochain atelier. Moi, ce qui m'interloque, c'est jusqu'où peut aller un être humain au niveau psychique pour supporter les conditions de travail actuelles. Qu'est-ce qui fait que c'est supportable? Bon, on connaît, il y a des burn-out, mais comme elle disait, les collègues nous regardent, mais c'est toi qui ne vas pas, c'est pas la structure du travail. Qu'est-ce qui fait dans l'être humain, bon, vous avez dit qu'on est intelligent et qu'on arrivait à dévier, à tricher dans son travail pour pouvoir l'effectuer.
Mais ça m'a toujours... enfin, je m'interroge depuis des années là-dessus. Jusqu'où les gens sont capables de supporter... Bon, on connaît les enfants dans les mines, bon, ils en meurent. Quelle est notre structure psychique qui est capable de supporter ça, quoi. C'est presque... Là, pour moi, c'est anormal, quoi. Ça demande évidemment là aussi des réponses longues, circonstanciées, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, comme on sait. Mais en fait, les gens qui réussissent à tenir, c'est parce qu'ils élaborent ils élaborent individuellement ou collectivement des stratégies de défense contre la souffrance. Ça ne vient pas comme ça, c'est très compliqué. Il faut entrer dans la formation de ces défenses. Il faut quand même les inventer quand ce sont des défenses individuelles. Il y a aussi des stratégies collectives de défense qui sont portées par le collectif de travail et qui sont très économiques du point de vue psychique, parce que c'est ensemble qu'on tient, qu'on apprend à faire face à la dureté des contraintes de l'organisation du travail. Donc, il y a toute une clinique de ça qui est prodigieuse, hein. C'est extrêmement intéressant parce que c'est des stratégies qui sont adaptées à chaque situation, chaque type de contrainte de travail. Donc ça ne tombe pas du ciel. 1. 2, c'est très coûteux de monter ces stratégies de défense. C'est compliqué, c'est difficile, ça demande... Et troisième point, un certain nombre d'entre nous, soit ne parvenons pas à entrer dans ces défenses, soit il y a un moment donné où ces défenses ne fonctionnent plus pour nous. C'est à ce moment-là qu'on tombe malade. Et quand même, globalement, les gens tombent de plus en plus malades. Et il y a des nouvelles pathologies. Le suicide sur les lieux de travail, c'est nouveau. C'est un tournant dans l'histoire. Pour répondre à votre question, il faut penser ça. Le suicide sur les lieux de travail n'existait pas. Il faut comprendre ça. Ça n'existait pas. Sauf dans un secteur qui est l'agriculture. Mais l'agriculture, c'était parce que le lieu de travail et le lieu de vie, c'est le même. Mais c'est d'ailleurs très compliqué de comprendre pourquoi les gens se tuent. Même parce que le travail était peut-être en cause dans le suicide. Non, les gens ne se suicidaient pas sur le lieu de travail. Jamais. Jamais. Et pourquoi? Pourquoi ils ne se suicidaient pas? Ça, c'est pourquoi, même quand on en arrive à craquer, on ne vient pas se tuer sur le lieu de travail, c'est à cause des défenses. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Bon à vous montrer, mais c'est mon devoir. Et un jour, on commençait les suicides sur le lieu de travail. C'est complètement nouveau. Alors là, il n'y a plus photo. Si on se tue sur le lieu de travail, il n'y a pas... c'est sûr que c'est à cause du travail. Quand vous avez quelqu'un qui se pend dans la forêt, est-ce que le travail est en cause? C'est compliqué. Mais là, quand vous avez des gens qui viennent se tuer sur le lieu de travail, c'est sûrement pas pour rien qu'ils viennent là. Toute conduite humaine a un sens, donc elle est adressée. C'est un tournant. Donc les limites, elles sont atteintes. C'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Jamais ça n'est arrivé. On arrive à des situations telles que les êtres humains, à cause du travail, ne trouvent plus de solution autre que de se mettre à mort devant les collègues. C'est un tournant. Ça, c'est la limite. Elle est franchie. Le problème, c'est qu'elle est franchie. Parce que maintenant, des suicides, il y en a. Et même encore chez France Télécom, ça continue, les suicides. Il y a des suicides dans le monde. Et actuellement, un des secteurs, il y a la Poste, mais un des secteurs catastrophiques, c'est les hôpitaux en ce moment en France. Il y a une casse. Vous avez un professeur de cardiologie à la faculté de médecine du travail, c'est Jean-Louis Ménien, qui saute du 7e étage de l'hôpital Georges Pompidou, le plus moderne, le plus beau de toute la France. Et le mec, il se tue. Mais comment on arrive là? Et quand vous regardez ce qui s'est passé derrière, il y a donc une association, pour cette fois c'est monté, qui s'appelle l'association Jean-Louis Ménien, et vous découvrez que maintenant il y a plus de 100, ils sont plus que 100 praticiens hospitaliers, dont une bonne partie sont en même temps professeurs à la faculté de médecine, qui ont déposé leur dossier dans cette association pour qu'on leur vienne en aide parce qu'ils sont au bord de la décompensation psychopathologique et c'est un appel à l'aide parce que c'est très honteux. Et je travaille pas mal dans la magistrature en France et au Brésil, et les suicides sont apparus aussi avec l'évaluation individuelle de performance dans la justice. Il commence à y avoir des magistrats qui suicident. La limite, elle est faite, elle est dépassée. Elle est dépassée. C'est ça qui est très impressionnant. Mais quand on dit ça, il faut bien compter aussi que beaucoup de scientifiques, y compris dans le monde du travail, considèrent que ce sont des jérémiades, que c'est une dramatisation, que c'est encore une affaire de psychiatre qui veut se faire de la clientèle. Alors que moi, je pensais à un tournant historique, et
Donc là commence de nouveau la discussion scientifique. Est-ce que c'est une limite qui a été franchie et que nous ne devrions... Mais pour ne pas la... Pour revenir en arrière, il faut la penser collectivement, il faut la penser politiquement. C'est pas seulement les psychiatres, c'est pas les psychologues qui vont résoudre ce problème, c'est pas moi, c'est un problème d'organisation du travail psychologique. C'est pas dans le cabinet que vous pouvez résoudre. Vous comprenez? Donc il faut... Voilà, donc là on est devant des vraies questions. C'est pour ça que ce sont des vraies questions politiques et que la clinique amène des questions politiques, contrairement à ce dont on nous dénonce, c'est-à-dire les cliniciens, c'est des jérémiades, c'est une dramatisation de la souffrance humaine, c'est une dépolitisation. C'est l'échec du politique qui nous amène tous ces malades. C'est eux les coupables qui n'ont pas, et y compris, pas seulement les partis politiques, mais les syndicats ont une responsabilité. Je suis désolé, ils ont une responsabilité dans le fait qu'on en est là aujourd'hui, parce qu'ils ont loupé les rendez-vous sur la question de l'organisation, notamment le tournement gestionnaire. C'est très très grave. Et donc c'est ça qu'il faut remonter. Et voilà les limites. Elles sont franchies. Maintenant, est-ce qu'on est capable de revenir en arrière? Oui, mais à condition qu'on remette en cause toutes les nouvelles formes d'organisation du travail introduites par les gestionnaires, par le tournement gestionnaire. Il faut les traiter comme des problèmes politiques à part entière et dire ça ne se fait pas parce que je vais remplacer Macron par un super mec qui sera Christophe Dejour que vous allez résoudre. Rien du tout, hein. L'organisation du travail, il faut la transformer là où elle est. Et ça, c'est assez compliqué, parce que ça implique une autre conception de l'action. C'est possible.